Chères Françaises, chers Français, les 30 juin et 7 juillet derniers, vous vous êtes rendus aux urnes, en nombre, pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République, dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions. D'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Bonjour, bonjour. Alors, que ceux qui aiment les chroniques littéraires se rassurent, je vais vite revenir sur la présentation de livres. Mais l'actualité étant ce qu'elle est, tellement en ébullition, que c'est intéressant de dire deux mots sur ce qui se passe en ce moment, puisque notre cher président de la République s'est fendu d'une lettre aux Français pour s'exprimer, on l'a entendu, pour nous révéler la vérité absolue et surtout nous décrypter ce qui se passe en ce moment, parce que évidemment, c'est sûr que les Français sont beaucoup trop bêtes pour comprendre qu'il y a un problème à l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça avec ironie? Parce que en fait, le contenu de la lettre d'Emmanuel Macron, en fait, c'est ça. Il nous fait un résumé, il nous propose un résumé de ce qui s'est passé ces derniers temps, et il considère sans doute que les gens n'ont pas compris qu'il y avait un problème, n'ont pas compris où on en était, donc il nous fait un petit bilan comme ça. Rappelez-vous, bande d'incultes, qu'il y a eu un souci, qu'il n'y a pas de vainqueur à l'Assemblée. Globalement, on ne retient pas grand-chose d'autre de cette lettre. On va quand même parcourir ensemble quelques passages de cette lettre d'Emmanuel Macron, mais globalement c'est ça. Alors, je voudrais soumettre une petite idée que je vais développer juste après cette présentation de lettre. Une petite idée qui, évidemment, n'émane pas simplement de mes réflexions. On se nourrit de ce qu'on entend, mais c'est une idée qu'on n'entend pas si souvent, malheureusement. Alors, on l'entend très peu dans les médias. Alors en plus ça dépend des médias qu'on écoute ou qu'on lit, mais très peu. On l'entend un petit peu dans les sphères alternatives sur les réseaux, mais en fait on ne l'entend pas beaucoup, donc j'aimerais la partager parce que je pense que c'est une notion essentielle qu'il faut comprendre aujourd'hui pour comprendre le pays et pour comprendre l'avenir du pays et comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui avec ces législatives. Avant, je vais m'attarder un petit peu sur cette lettre d'Emmanuel Macron. Alors, je l'ai imprimée, je vais la garder après en souvenir, évidemment, une lettre d'Emmanuel Macron. Je lis pas tout, quelques extraits et je débriefe en direct. Chères Françaises, chers Français, bon évidemment là c'est devenu commun, tout le monde dit ça, chères Françaises, chers Français, autrement, attention, c'est une faute de goût maintenant. Le 30 juin et le 7 juillet dernier, vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République. Je m'arrête un instant sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron, cette introduction. Alors c'est marrant parce que tout le monde se gargarise, ou presque, de la participation à ces législatives. Alors c'est vrai, elle est importante, 65 ou 67%, je ne sais plus, c'est entre les deux. C'est bien, c'est bien plus qu'aux législatives 2022, c'est plus en général qu'aux législatives. Et tout le monde est content, tout le monde s'en réjouit, c'est parfait, regardez, les Français se sont exprimés. Bon alors malgré tout, il faut quand même relever, je suis pas le seul à le faire, mais quand même c'est important de le dire, qu'il y a 35%, 35% des gens qui ne s'expriment pas, qui n'en ont strictement rien à faire de savoir si ça va être le RN, LFI ou une coalition NFP, la Macronie, un résiduel LR qui prend le pouvoir. En fait, il y a 33 à 35% des gens qui s'en moquent. Et là c'est quand même quelque chose d'important. Je le souligne parce que j'y reviendrai tout à l'heure dans mon développement que je veux vous proposer. Donc c'est quand même assez incroyable qu'on se gargarise encore comme ça de l'emballement des Français pour ces législatives. Regardez, c'est formidable pour élire des députés ou un président de la République, parce qu'il y a guère plus à la présidentielle. On est quand même 63% ou 65% de Français, on va dire 65%, à dire on va aller voter, c'est important pour le pays. Bon alors, en être réduit là, ça en dit long sur la déconnexion
des hommes politiques et de nos dirigeants, alors Emmanuel Macron en l'occurrence, avec globalement le peuple français. Fermons cette parenthèse, on va poursuivre un petit peu. Je ne vais pas beaucoup plus loin, on est sur le paragraphe suivant. D'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique, nous dit-il. Ah bah heureusement qu'on ne l'avait pas compris, parce que effectivement, il existe dans ce pays un besoin d'expression démocratique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on n'est pas en démocratie et que les gens demandent un petit peu d'expression démocratique, ils sont contents, ils veulent quand même s'exprimer. Il nous prend vraiment pour des imbéciles dès le début de sa lettre. C'est le principe même de la Ve République, de notre démocratie, c'est de s'exprimer. Le peuple n'a pas un besoin d'expression démocratique. Le peuple s'exprime, et encore, comme je viens de le dire, il s'exprime à 65%, ce qui prouve qu'il y a quand même une grosse partie qui n'aurait pas besoin, on est sur presque un tiers, qui n'aurait pas besoin de cette expression démocratique. Donc déjà, il est quand même déjà même dans l'erreur, doublement dès le début de son analyse. Après, évidemment, il en va de son petit mot sur l'extrême droite. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec 11 millions de voix, vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. Alors évidemment, c'est sûr, par le biais des alliances, des désistements, on compte, je crois, 10 millions de gens qui ont voté Rassemblement National au deuxième tour. Oui, je crois que c'est pas loin des 10 millions. Alors donc évidemment c'est sûr, on n'est pas sur une proportionnelle aux législatives, donc le deuxième tour fait qu'avec ces triangulaires, ces désistements plutôt, eh bien le jeu des alliances, le jeu des désistements, on a évidemment une forte représentativité des LR qui aurait dû disparaître, des macroniens qui sont très présents finalement, et évidemment des candidats du NFP avec des macroniens qui se sont retirés pour laisser la voie libre à la gauche et à l'extrême gauche. Alors là, je vais un petit peu plus loin, je ne vais pas lire toute la lettre, je lis des extraits. Donc il nous dit, donc suite à ces désistements, lui-même le dit, il parle de désistement réciproque, seuls, nous dit-il, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Alors là, c'est une phrase un petit peu mystérieuse d'Emmanuel Macron. Alors déjà, seules les forces républicaines, donc ça veut dire que il faut comprendre qu'est-ce qu'il extrait des forces républicaines. Il extrait sans doute le RN, il extrait sans doute une partie du NFP, mais il ne les nomme pas. Alors on peut penser à LFI bien sûr, mais il ne les nomme pas. Et lui, il considère qu'il y a une majorité absolue qui peuvent constituer une force républicaine. Alors, sa majorité absolue de force républicaine, elle va d'où à où? Elle va de son noyau macronien, sans doute aux députés LR qui vont le suivre comme ils en ont l'habitude de le faire, et à une partie éventuelle de socialistes qui ferait partie, à l'instar de notre ami Hollande qui a fait un superbe comeback, qui ferait partie des forces républicaines. Donc là, on essaye de nous délimiter, il essaye de nous délimiter qu'est-ce qu'est la République, qu'est-ce qui fait partie du champ républicain. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'évidemment, il veut faire une coalition, ou il prétendrait vouloir faire une coalition avec ces gens-là. On a déjà entendu ce matin notre ami Wauquiez qui a dit qu'il ne ferait pas d'alliance avec le gouvernement. Alors Wauquiez ne représente plus LR à lui tout seul, quand bien même il le souhaiterait. On l'a bien vu avec Ciotti et ses dissidents, ces députés, je ne sais plus combien ils sont, 15, 17, qui ont réussi donc à être élus avec une union des droites, avec l'aide du RN. Donc à l'intérieur de LR, Wauquiez lui-même n'a pas la voix de Retailleau, n'a pas la voix de Marlex. Ils sont sur des lignes différentes, même Larcher est sur une mouvance différente. Larcher, sans doute, si on l'appelle du Sénat pour qu'il vienne à Matignon, il va venir. Il attend peut-être même que ça pour faire une belle fin de carrière. Mais en tout cas, on voit bien que l'appel des vœux de faire une coalition républicaine, comme il dit d'Emmanuel Macron, elle est déjà bancale, elle est déjà très mal partie en réalité. Bon, je passe un petit peu, je vais un petit peu plus loin dans sa lettre. Il nous dit maintenant: c'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, il recommence, dans l'état de droit, dans le parlementarisme. Alors là, on imagine qu'il fait un petit pic à LFI, mais il ne le dit pas. Et également, il ajoute une orientation européenne
et la défense de l'indépendance française. Alors il a quand même le culot de lier l'orientation européenne et la défense de l'indépendance française, sachant que dans la bouche d'Emmanuel Macron ou de ses copains, l'orientation européenne c'est le fédéralisme. C'est globalement les États-Unis d'Europe avec un abaissement évident de la souveraineté nationale. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. Sans doute même souhaite-t-il devenir un jour, il est encore très jeune notre ami Emmanuel, une sorte de président de la fédération européenne. Donc, il précise bien que si on ne souhaite pas une orientation européenne, eh bien on ne fait pas partie donc des institutions républicaines, du champ républicain. Bon, sauf que pour le moment, concernant ses adversaires, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit ouvertement qu'ils étaient anti-européens, bien qu'on pourrait sentir ça un petit peu chez LFI, mais le RN, globalement, c'est plutôt rangé du côté des européistes, en abandonnant un peu des envies de sortir de l'Europe. On n'est pas chez des souverainistes. Au RN, on n'a pas un discours à la Michel Onfray qui dit, Michel Onfray, pour l'anecdote, avec sa revue Front Populaire, qui doit avoir un peu les boules qu'on lui ait raflé son nom, même si lui, évidemment, l'avait hérité d'un autre temps. Mais on n'est pas chez un Michel Onfray qui lui, a assumé une sortie de l'Europe, qui voudrait, alors il n'est pas entré en politique, mais il fait beaucoup de commentaires politiques, qui voudrait une sortie de l'Europe. Donc globalement, là, les forces qui se reconnaissent dans les institutions républicaines, l'état de droit, l'orientation européenne et la défense de l'indépendance française, bah, ça réunit tout le monde sauf LFI. Mais encore une fois, notre ami Emmanuel Macron n'a pas le courage de nommer LFI dans sa lettre. Il n'en parle pas. Il a parlé de l'extrême droite au début, disant que les Français n'en voulaient pas. Il ne parle pas de l'extrême gauche une seule fois, ça n'est pas nommé dans sa lettre. Et il ne les attaque pas frontalement, alors qu'ils ne se sont pas gênés, ses amis macroniens, pour en parler pendant la campagne, notamment Darmanin. Même si évidemment c'est un jeu de dupes parce qu'ils ont tous retourné leur veste pour avoir un mandat au second tour. Mais toujours est-il que là, notre ami Macron, il a arrêté d'attaquer LFI. C'est fini. Il saupoudre comme ça l'état de droit, le parlementarisme. Alors on se dit, tiens, peut-être que LFI sont un peu anti-parlementaristes. Bon, mais c'est tout. On ne peut faire que des déductions, que lire entre les lignes. Je vais un petit peu plus loin. Donc il dit plus loin, ce rassemblement devra se construire autour de quelques grands principes pour le pays et les valeurs républicaines claires et partagées, c'est ce qu'il a dit plus haut. Il va un peu plus loin, elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible. Alors là, c'est toujours pareil, on croirait que Emmanuel Macron est absent depuis les 2 dernières années. On croirait qu'il n'a pas compris qu'il ne gouvernait que presque par 49.3, même s'il a fait passer quelques lois malgré tout au vote, et que globalement, la stabilité qu'il souhaite, il ne l'avait pas lui-même avec ses 250 députés ou 245 députés macroniens. Il n'avait pas de majorité absolue. Et il pourra encore moins obtenir cette stabilité avec une coalition qu'il chercherait. On a beau tous compter, on compte pas plus de 220 alliés avec Macron, même s'il va ratisser un peu large avec DLR, et encore ils ne seront pas tous d'accord avec lui, et pourquoi pas quelques socialistes. Donc cette grande stabilité qu'il appelle de ses voeux, évidemment il sait très bien que c'est de la foutaise en réalité. Donc il continue plus loin en nous disant « C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre ». Expliquant que pour le moment, il continuera à gouverner en attendant le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, nous dit-il. Donc, en fait, on n'aura pas évidemment de nomination avant une certaine coalition, en tout cas des accords entre les groupes de l'Assemblée nationale. Et ça va être sacrément difficile parce que tout le monde a beau retourner l'hypothèse dans tous les sens. Globalement, on ne voit pas quelle coalition pourrait se dégager pour être majoritaire. Je le rappelle, tout le monde le sait par cœur maintenant, 289 sièges à l'Assemblée nationale. 289. Donc même en ratissant très large, il ne pourra pas faire de coalition puisque cet homme est globalement l'ensemble des macroniens, une grande partie des LR, refuse de travailler avec le RN, refuse de travailler avec LFI.
Donc finalement, on ne peut pas obtenir cette stabilité que Emmanuel Macron feint d'espérer. En fait, évidemment qu'il se fout de la gueule du monde. Il le fait depuis longtemps, il continue, il s'entête jusqu'au bout. Bon, c'est comme ça. Donc, on nous dit rien de bien de plus dans cette lettre. Que Emmanuel Macron, évidemment, va nous rappeler que ce vote est important pour la France, pour la culture politique française. Ils ont compris qu'on cherchait à obtenir une nouvelle culture politique française, et ils signent en confiance Emmanuel Macron, en confiance. C'est ces nouveaux mots de novlangue complètement débiles, en confiance. Bon, c'est comme ça. Comme si on avait encore confiance en lui. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette lettre. Franchement, il s'est fendu d'une page. Ça n'a strictement aucun sens. C'est grotesque. Évidemment qu'il nous a habitués à ce genre de déclaration, mais là, on est à un moment un peu important de la Ve République, à un moment important de la vie politique, et tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, terminons avec cette lettre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je voulais juste ajouter quelques réflexions personnelles sur la situation d'aujourd'hui. Sur les conclusions qu'on peut tirer, qu'on pouvait déjà tirer avant. On pouvait déjà tirer cette conclusion-là de la précédente chambre. L'Assemblée, c'était déjà comme ça avant. Mais là, on a des clivages, des séparations politiques encore plus marquées. Et ce que je pense est important de retenir, qu'on n'entend pas assez souvent, comme je le disais tout à l'heure en intro, dans les médias, dans la presse écrite et les médias également de grandes chaînes d'information, c'est que la leçon à tirer de ça, c'est que la France, certes, est devenue ingouvernable, mais il faut aller plus loin que ça. On nous dit souvent ça, on nous dit la France est ingouvernable, mais en fait, la conclusion intéressante, c'est que ce sont les Français qui sont devenus ingouvernables, dont je fais partie, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à un niveau de séparation, alors qui n'est pas encore ultime, mais qui est déjà extrêmement marqué. L'Assemblée nationale, l'observer aujourd'hui, ça nous donne une grande tendance de qui sont les Français. On a aujourd'hui un gros bloc à gauche, extrême gauche. Alors il y a des sous-partis, il y a des sous-blocs dans ces blocs, mais d'abord des gros blocs. On a un gros bloc à gauche, extrême gauche, avec leur 180 députés, j'ai 185, je ne sais pas, j'ai pas voulu apprendre les chiffres par cœur. Entre 180 et 185 députés. On a un peu moins pour le groupe macronien, avec 160 députés. On a, et encore, il a des alliés à la mode... comment s'appelle-t-il, Modem, Bayrou. On a un groupe LR avec très peu de députés, et ce groupe même, lui, est divisé, et on a un groupe RN avec 126 députés. On a une belle photographie de la France. Malgré tout, je pense qu'il est utile de rappeler, je le disais tout à l'heure, pour moi c'est une information importante, elle l'est depuis de nombreuses années, qu'on a un autre groupe. Le groupe des gens qui ne se prononcent pas. On a 30% à 35%, voire plus selon les élections, de gens, mais là, on va dire pour les législatives et les présidentielles, des élections vraiment extrêmement importantes. On a malgré tout 30 à 35% de gens qui s'abstiennent et qui se disent « moi, j'en ai strictement rien à faire », que ce soit, alors on va employer des grands mots, hein, l'extrême droite, l'extrême gauche, je m'en moque totalement, on peut élire qui on veut, globalement, ça n'a aucune incidence sur ma vie, je ne crois plus en la politique, je ne crois en rien, ou je n'y crois pas encore, ou je n'y crois plus, enfin peu importe. Il peut y avoir du nihilisme là-dedans, il peut y avoir une manière d'être désabusé par la politique pour les personnes qui ont traversé plus de périodes politiques, les personnes plus âgées, mais globalement, on a ce groupe qui est vraiment important. Ça, c'est vraiment important à rappeler parce qu'on ne nous le dit pas assez. Ce groupe, il est là, c'est un fantôme, mais il plane au-dessus de l'Assemblée nationale et au-dessus de la représentativité nationale. Ça, c'est une leçon à tirer. La deuxième leçon à tirer, c'est surtout ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, on a évidemment une France irréconciliable, qui va l'être de plus en plus. Parce que les gens qui votent RN, globalement, c'est pareil pour les gens qui ont voté Reconquête,
ils pensent de plus en plus qu'ils n'ont rien de commun avec les gens qui votent LFI, voire qui votent NFP par association d'idées, puisque les socialistes, les communistes, les écolos ont globalement accepté de travailler avec, même pratiquement totalement accepté de travailler avec LFI sur cette campagne, et donc ça ne les gêne pas, les thèses antisémites, le relent antisémite des LFistes, ça ne les gêne pas, l'ultra-violence dans la rue de LFI ou des Black Blocs, des Antifa et compagnie, ça ne les gêne pas non plus. En même temps, c'est sûr que les écolos auraient du mal à donner des leçons, vu qu'ils sont aussi ultra-violents. On se souvient de Sainte-Soline ou autres, où ces gens qui voudraient détruire des tableaux ou des œuvres d'art en balançant de la peinture ou en se collant les mains dessus. Donc il y a une certaine violence, de toute façon, qui est inhérente à cette extrême gauche. Le Parti Socialiste, bon, François Hollande, notre ami, ça ne le gêne pas non plus. Il y a pas de problème, finalement, tout va très bien. Donc, c'est sûr que entre des gens qui votent RN Reconquête, des gens qui votent LFI extrême gauche, il y a un fossé qui commence à les séparer. Ces gens ne pensent plus du tout de la même manière. Et puis finalement, notre groupe LR et Macron ne sont qu'un même groupe. Les gens qui ont continué à rester sur le LR canal historique, comme on dit maintenant, donc le LR anti-Ciotti, le LR qui a décidé de ne pas rejoindre le RN, eh bien, ils sont macroniens. Il n'y a pas grand-chose qui les distingue d'Emmanuel Macron. Ils sont libéraux, évidemment. Ils sont pour l'Europe, pour des raisons différentes, mais ils le sont. Globalement, ils sont européistes. Ils sont pour l'immigration. Pour des raisons communes, hein, souvent pour de l'immigration, il y a une part d'idéologie là-dedans, mais il ne faut pas se leurrer, il y a une part d'économie. Ces gens ont besoin d'une nouvelle main-d'œuvre, ont besoin d'un prolétariat. Alors la gauche veut un prolétariat pour les immigrationnistes, issus d'immigration, pardon, pour le vote, pour se faire un nouveau peuple de gauche, un nouveau peuple qui va les soutenir jusqu'au bout. C'est pour ça qu'ils les flattent systématiquement à gauche. Et globalement, la droite et le centre, parce que Macron se prétend du centre maintenant, sont à peu près dans la même veine. Ils cherchent des gens pour les industries, pour les restaurants, on en parle tout le temps, hein, nos amis restaurateurs qui pour beaucoup d'entre eux, dans les grandes villes, évidemment, on va pas faire l'amalgame pour tous les restaurateurs, mais qui pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas gênés d'employer des gens qui débarquent du Mali, de Côte d'Ivoire ou de je ne sais où, parfois même irréguliers dans leur cuisine, se disant de toute façon on va régulariser, se disant on ne veut pas augmenter les salaires. Bon, évidemment tout ça est plus complexe que ça, mais c'est pour donner un aperçu de la situation. Donc finalement, ces gens-là sont aussi d'accord sur cette politique immigrationniste européenne. Il n'y a pas de réel désaccord. Et évidemment que ce groupe macronien LR, lui aussi, s'éloigne de plus en plus du groupe RN, qui lui serait plutôt RN Reconquête, et maintenant Ciotti, qui serait plutôt sur « attention, l'immigration pose des problèmes, il va falloir y répondre », attention, il y a de l'insécurité en France, il va falloir y répondre. Éventuellement, attention, il y a un problème de pouvoir d'achat, il va falloir y répondre. Mais cet élément-là, il est aussi avancé à l'extrême gauche. C'est pas celui-là qui sépare les populations. C'est pas le fait de vouloir gagner plus d'argent en fin de mois qui sépare un votant Reconquête RN d'un votant LFI NFP. Évidemment que le point essentiel, c'est l'immigration et l'insécurité. C'est évident. Alors après, on a notre groupe macronien qui lui aussi s'est éloigné, comme je le disais, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et ça, c'est important de bien l'imaginer parce que finalement, comme ça a été dit par plein de gens avant moi, on est dans les prémices de la séparation, du séparatisme à l'intérieur de la France. Parce que quand on pense Reconquête RN, quand on pense LFI, on n'a pas envie de se fréquenter, globalement. Aussi triste que ça puisse paraître. Mais il y a des éléments qui, aux yeux des deux groupes, paraissent essentiels. Donc, on ne peut pas revenir sur ce qui nous paraît essentiel. C'est le point extrêmement important
qui, à mon sens, ne développe pas assez les médias et la presse. On ne nous parle pas, alors sans doute qu'on veut mettre la poussière sous le tapis. Alors il y a bien eu la fameuse partition avec Hollande, le vivre côte à côte et face à face de Colomb. Évidemment, tout ça a été dit. Mais on essaye tout de même de mettre ça sous le tapis en se disant non, on va quand même pas expliquer aux Français qu'on a presque atteint un point de non-retour, qu'ils sont irréconciliables et qu'on ne pourra plus jamais rien faire pour eux puisque on a appuyé partout où ça faisait mal et que à chaque fois, eh bien, les gens se sont séparés un petit peu plus. Moi, je ne suis pas sur cette thèse. On entend ça de temps en temps sur des médias alternatifs, sur les réseaux, des gens qui viennent nous dire, des gens parfois assez connus, qui viennent nous dire que on essaye de séparer les Français, qu'on essaye de diviser la France. Vous comprenez, c'est monter les Français les uns contre les autres. Non, moi je ne suis pas sur cette thèse-là. Les Français sont opposés, aujourd'hui commencent à être opposés, parce qu'ils ont envie d'une France qui n'est pas la même. Entre la France de Mélenchon, qui veut une France créolisée, avec une police en partie désarmée, avec des droits de plus en plus étendus pour les nouveaux arrivants en France, et globalement des gens qui sont reconquête RN, qui veulent une préférence nationale, qui veulent que la France reste la France. On veut bien qu'elle évolue un petit peu, mais que globalement tout ce qui est franco-français reste franco-français, que les prérogatives françaises le restent. Et puis un groupe d'Emmanuel Macron qui se dit non, moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'Europe, c'est de dissoudre les nations européennes dans une sorte de mare fédéraliste. Eh bien, là, on voit bien que on est tous éloignés. Emmanuel Macron, avec ses grandes phrases sur « il n'y a pas de culture en France », même s'il était vaguement revenu dessus, on voit bien l'idéologie. Donc, ces idéologies-là ne peuvent plus cohabiter. Et le fantôme au-dessus de ces trois groupes, encore une fois, ce sont les abstentionnistes, qui ne s'expriment pas, et donc, puisqu'ils ne s'expriment pas, on ne peut pas savoir ce qu'ils veulent. C'est très difficile à cerner. On peut comprendre qu'ils sont blasés de la politique, on peut comprendre qu'ils n'y croient plus, il y a pas mal de jeunes aussi qui ne veulent pas s'exprimer. Il y a une forme de nihilisme, il y a une forme de remplacement globalement de l'importance de la vie politique par la personnalité. On est plus intéressé par ce qui nous intéresse, nous, c'est la fameuse culture des loisirs. Donc ce qui importe, ce sont les loisirs, c'est l'immédiateté, c'est l'individualisme, c'est pas globalement l'avenir du pays dans lequel on vit. Un pays, il faut le rappeler, qui a un passé, qui a une construction, qui ne s'est pas fait tout seul. Eh bien, ces 30% de gens-là, 35, ne sont peut-être pas forcément tous nihilistes, mais par leur refus de s'exprimer dans les urnes, avec un choix politique qui est vraiment important aujourd'hui. On a de quoi choisir. On a un spectre politique extrêmement étendu. Des écologistes, des socialistes, des gens d'extrême gauche. Alors évidemment, ce groupe-là se ressemble, c'est à peu près les mêmes globalement. On a les centristes libéraux, on a les gens identitaires et aussi très identitaires chez Reconquête. On a un choix politique. On peut s'exprimer, on peut dire voilà, moi je veux ci, je veux ça. Et on a ce fameux groupe de 35% qui dit non, bon, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Ça, c'est vraiment, vraiment important à noter. Et cette division des Français, comme je l'évoquais là depuis quelques minutes, cette division des Français, presque irréconciliable, qui ne peut mener qu'à une partition à long terme. J'ai aucune idée comment cette partition va se faire. Est-ce qu'elle va se faire naturellement par une sorte d'exode ? Elle a déjà commencé cet exode. Les gens qui ne veulent plus vivre en Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est l'archétype, la Seine-Saint-Denis en région parisienne, mais évidemment, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, il y a Marseille, où il y a d'autres endroits, il y a des grandes banlieues, les banlieues de Roubaix, les banlieues de Strasbourg, les banlieues de Toulouse, de Lyon, globalement toutes les banlieues. Les gens qui n'ont pas envie de subir une culture de remplacement d'un autre pays, d'une autre civilisation, sont globalement déjà partis.
ils ont quitté ces zones parce que finalement ça devient invivable. Quand il n'y a pas d'homogénéité culturelle, ça devient invivable. Même le fameux melting pot américain, il ne fonctionne pas de cette manière-là. Les villes américaines sont cloisonnées avec des cultures propres. C'est pas pour rien que tout le monde connaît Chinatown. Le Chinatown de toutes les villes américaines. Même dans des petites villes américaines, il y a des petits Chinatown. Les gens vivent dans leur communauté. Alors, est-ce qu'il va se passer ça en France ? C'est déjà en cours, c'est déjà installé. Globalement, c'est très vieux. Il y a des quartiers comme le fameux quartier de Barbès à Paris, dans le 18e arrondissement, qui, depuis longtemps, est occupé par une présence arabo-musulmane et africaine. Ça fait 40 ans. Et petit à petit, la population dite de souche française était partie. Et globalement, ce phénomène, qui est très ancien, s'est répandu partout en France. Alors, est-ce que ça va être l'avenir ? Est-ce que ces groupes irréconciliables vont aller s'installer petit à petit par le fait de migration à l'intérieur du pays dans des endroits préservés ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que quand on regarde la sociologie du vote des villages, des villes de France, moi j'aime bien regarder comment inviter à voter tel village, telle petite ville. Les grandes villes sont moins intéressantes parce qu'elles sont un peu plus homogènes. Mais les villages et les petites villes sont assez intéressants. On comprend qu'il y a une séparation à l'intérieur des villages qui est énorme. On a parfois 30% de gens qui ont voté LFI, 30% de gens qui ont voté RN, 30% de gens qui ont voté Macron. Ça arrive très souvent sur un premier tour d'élection. C'est vraiment très 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 fréquent. Ces gens-là sont irréconciliables. Et pour autant, ils vivent dans le même village. C'est des conversations que j'ai déjà eues avec des gens qui ne pensent pas comme moi politiquement et qui parfois ne comprennent pas que le voisin d'en face, qui habite dans la maison d'à côté, il a voté ou LFI ou RN ou Macron et que lui a voté un autre parti. Et la séparation est tellement importante entre les envies politiques que ces gens ne vont plus pouvoir se supporter parce que, à moins de parler strictement que de la pluie, du beau temps et de ce qu'on mange ce soir, et encore, ce qu'on mange ce soir, ça va pas durer longtemps non plus parce que avec le problème de l'écologie punitive et culpabilisante qui voudrait nous empêcher de manger de la viande, évidemment que ce sujet-là, il est déjà abordé entre amis ou dans les familles. Donc, mis bout à bout, tous ces sujets extrêmement clivants qui séparent les Français créent plusieurs peuples différents. Moi, je vois 4 grands peuples en France. Le peuple d'extrême gauche, avec une sociologie propre à chacun, le peuple d'extrême gauche avec un peuple qui est aussi constitué d'une grande partie de gens issus de l'immigration, un peuple du centre, ils veulent s'appeler comme ça, donc du centre droit, gauche quand ils veulent, droit quand ils veulent, le groupe macronien étendu, un groupe plus à droite et identitaire, et ce fameux groupe de Français qui ne se prononcent pas. Ça va être extrêmement compliqué dans les années à venir. Donc voilà, Macron nous apprend pas grand-chose dans sa lettre. Évidemment qu'il fallait s'attendre à rien de bien dans une lettre pareille. On n'a aucune révélation, on n'a rien d'intéressant. Ces sujets-là, qui pour moi sont essentiels, ne sont pas abordés. Et évidemment qu'avec quelqu'un comme Emmanuel Macron, on n'aura pas ces sujets-là. Pour entendre ce genre de sujet, il faut écouter des gens comme Zemmour. Zemmour a le courage de parler, il en parlait déjà avant d'être dans la politique, de la séparation des Français. Généralement, c'est pas chez les hommes politiques qu'on entend parler de séparation réelle, palpable des Français. C'est tout, je ne dure pas plus longtemps avec cette petite présentation, ce débrief très rapide de la lettre de Macron. Il n'y avait pas grand-chose à en dire. Vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez, vous, ce que vous pensez de l'avenir de la France en commentaire. Et à bientôt, sans doute, pour une chronique littéraire.